Donc la saison 5, c'est la saison qui a fait le plus parler d'elle, et c'est à partir de cette saison que Game of Thrones est devenu, enfin c'était déjà beaucoup populaire, mais c'est là où Game of Thrones est vraiment rentré dans la conscience collective, on peut dire ça. Parce que c'est dans cette saison que se passe la chose la plus redoutée par les fans. On en parlera à la toute fin de cette vidéo. C'est un sujet qui fait mal. Ah oui, c'est peut-être la saison qui amène le plus de théories pour la saison suivante. Exactement. Franchement, la bande-annonce de la saison 6, elle tourne. Enfin, beaucoup autour de ça, beaucoup quand même. Voilà. On va en parler après quand on aura terminé. Donc voilà, on peut commencer peut-être par Arya. Alors Arya, donc qu'on avait laissé à la saison 4 à Braavos, donc elle arrive à Braavos. Elle va à la demeure Black and White, donc du noir et blanc, donc il y a une porte blanche, une porte noire, enfin bref, c'est la maison du dieu multiface, le dieu de la mort. Donc tac, elle entre, puis son but c'est de devenir une sans visage, donc une personne qui peut changer d'apparence, changer de visage, voilà, comme elle veut, afin qu'elle puisse tuer ses ennemis quoi. Sauf que pour ça, elle doit devenir no one, elle doit devenir personne. Et, vu qu'elle a sa liste de personnes à tuer, elle est toujours Arya Stark, elle ne pourra pas se détacher de son identité. Donc elle passe toute la saison, elle est là-bas, elle fait les tâches ménagères, elle lave les corps, tout ça. Et à la fin, elle tombe sur Meryn Trant, c'est la garde royale. Donc elle avait son nom sur sa liste, elle voulait le tuer parce qu'il avait assassiné... elle croit qu'il a assassiné son maître d'armes, alors que, pareil, il y a plein de théories sur ce maître d'armes. On dit que c'est peut-être un sans visage. Exactement, donc il est peut-être pas mort au final, et c'est peut-être lui au final qui devient le mentor d'Arya dans les saisons d'après. Ouais. Donc voilà, donc elle le trouve, elle le tue, et comme punition, elle devient aveugle. Donc voilà. Et ça se termine l'arc d'Arya comme ça. Fin de saison 5, aveugle. Donc pour ma part, voilà, l'arc d'Arya m'a très déplu cette saison. Enfin, on la voyait pas beaucoup. Voilà. Je m'attendais à vraiment quelque chose de grandiose. Pareil. Et puis finalement, ce qu'elle fait, c'est laver des corps toute la saison. Quoi. Voilà, on voit rien, c'est sombre. On n'en apprend rien sur les sans-visages, on n'en apprend rien sur ce dieu multiface. L'intrigue n'avance pas. Quoi. Voilà, et elle finit par devenir aveugle. Cette scène était plus. Moi, ça me fait plus rire que ça m'a fait. Voilà, quoi. Oui. Cette scène est ridicule. Pas du tout été touché. Cette scène était vraiment ridicule. Je sais pas ce qui va se passer dans la saison 6. Franchement, j'en attends beaucoup plus d'elle que de Daenerys. J'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose d'assez grandiose pour Arya dans cette saison 6. Et s'il se passe rien, je vais être vraiment déçu. Ensuite, on peut parler de Sansa. Sansa qui va se faire capturer en début de saison par les Bolton. Voilà, donc elle est promise à Ramsay. Bolton. Et elle va... Il ne passe pas grand chose, hein. Il faut se marier. Ramsay aussi, il va la violer. Quoi. Ouais, Ramsay la viole, mais surtout, sans lui dire, c'est que Ramsay, à force de torturer Théon, va lui faire devenir son chien, carrément. C'est exactement ça, il va l'appeler Schling. Donc Théon s'appelle Schling maintenant, et est devenu le petit chien-chien de Ramsay, et pendant la nuit de noces, entre parenthèses, lorsque Ramsay viole Sansa, il oblige Théon à regarder cette scène. Mais par contre, moi, ce qui m'a déplu, c'est que Sansa est traitée comme un objet dans cette saison. Alors qu'on la voyait en femme forte, elle avait fait tout un parcours depuis la saison 2, et elle revient à se refaire violer une nouvelle fois, alors qu'elle s'était déjà fait violer, torturer, entre parenthèses, violée par Joffrey. Elle s'est vraiment émancipée saison 4. Et puis là, on la retrouve de nouveau en femme flemme, et surtout, cette scène est très mal filmée parce qu'en fait, elle est fait en sorte qu'on ait plus pitié de Schling qui regarde la scène qu'on ait pitié de Sansa. On voit pas Sansa se faire violer, on voit Schling qui pleure et qui est tout ému devant cette scène émue, c'est pas le bon mot, mais voilà, qui regarde cette scène avec apeuré, horrifié, et voilà, on a plus de... C'est fait en sorte pour qu'on ait plus de pitié pour Schling que pour Sansa, donc j'ai pas du tout aimé cette scène. Et bon, finalement, ce qui se passe, c'est que Schling se rebelle, entre parenthèses, il retrouve son Théon, il redevient un Théon, et ils finissent à la fin de la saison par s'enfuir avec Sansa, ils sautent des remparts de Winterfell, et on ne sait pas s'ils sont morts ou pas. Voilà. Termine la saison là-dessus. Donc pour Bran, il n'y a rien du tout, on voit rien. Rickon, pareil. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. On en apprendra peut-être dans la saison 6, mais on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, la bande-annonce promet quelque chose de grandiose pour Bran, en tout cas. Exactement. On en parlera tout à l'heure quand on l'analysera. Donc ensuite, Daenerys.
Daenerys, ouais, vas-y. Bah, Daenerys, elle est Amérine, elle gouverne. Pareil, pas grand chose pour elle. Ouais, à la fin. On en a déjà parlé, elle se fait enlever voilà. par Drogon, elle se retrouve Oui, ils sont au royaume des Dothraki. Donc Tyrion donc, lui est arrivé à Essos, à Mérine, et aide Daenerys et lui dit qu'il est avec l'énuque, le maître énuque de Port-Réal, voilà, qui s'est échappé avec lui, Lord Varys, voilà, qui s'est échappé avec lui, et lui dit que il veut que ce soit Tyrion qui gouverne. Lord Varys lui dit que Tyrion, qu'il veut que ce soit lui qui monte sur le trône, parce qu'il pense que ce sera le meilleur des rois. Bah, c'est pas exactement ça, enfin, il y a toutes sortes de péripéties, enfin bref, Tyrion arrive à Mérine, il rencontre Daenerys, et voilà, il dit à Daenerys qu'en fait Tyrion a été main du roi, et que ça sera, enfin Varys il soutient les Targaryens, donc il veut vraiment que ce soit Daenerys la reine. Mais voilà, il veut que Tyrion soit avec elle pour quand même un peu la calmer, quoi. Mais il veut que Tyrion soit la main du roi, parce que Tyrion il a déjà fait ses preuves, il sait ce que c'est que diriger 7 royaumes. Il s'en est pas mal sorti, il a défendu une ville contre un homme, contre Stannis. Et il cherche la paix, Tyrion, il cherche pas la guerre. Voilà. Et avec la personnalité schizophrène de Daenerys, il faut une bonne main du roi, quoi. Voilà, comme tu l'as dit, il pourra calmer les ardeurs de Daenerys. On en parlera après. Pareil, il y a beaucoup de théories sur la parenté de Tyrion. Donc il serait pas forcément le fils de Tywin, mais plutôt le fils donc, de Joanna Lannister, vraiment la femme de Tywin. Mais du roi fou. Du roi fou. Parce que le roi fou courtisait la femme de Tywin. Donc voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça c'est fini pour Tyrion. On passe, il me semble qu'on a fait tout le monde. Jaime. Oui, Jaime qui était revenu à Port-Réal dans la saison précédente sans sa main. Donc voilà, il a perdu sa main. Donc voilà, suite à la mort de Joffrey, c'est le Tommen, son petit frère, qui est devenu roi. Il a épousé Marjorie. Donc voilà. Cersei, qui est vraiment attristée par la perte de son fils Joffrey. Pareil, elle sent qu'elle est en train de perdre Tommen, qui tombe sous l'influence de Marjorie. Donc elle envoie Jaime à Dorne rechercher sa fille qu'elle avait envoyée saison 2. Donc sa fille Myrcella. Donc Jaime y va, pas tout seul, il y va avec l'ami de Tyrion, Bronn. Et le problème en fait c'est que depuis que le frère, que le fils, le prince de Dorne est mort, et sa sœur qui est restée à Dorne veut se venger en tuant la fille de Cersei et de Jaime. Donc c'est pour ça que Jaime part essayer de récupérer Myrcella avant que quelqu'un la tue, quoi. Exactement. Donc Jaime y va, ils se font capturer, sauf que le chef de la maison Martell, le prince Doran, lui il est comme Tyrion, il veut la paix, et il n'aime pas forcément les Lannister, mais il veut pas la guerre. Voilà. Donc il tempère, il dit bon, vous voulez Myrcella, d'accord, mais Myrcella elle est promise en mariage à mon fils, donc mon fils va avec vous. Jaime, il est devenu comme Tyrion, lui ce qu'il veut c'est la paix. Donc il dit oui. Il dit oui, pas de souci, d'accord. Sauf que celle, donc l'amante, oui je sais plus si c'était sa sœur. Quoi, d'Oberyn, elle est pas d'accord, elle veut pas. Donc ce qui se passe c'est que sur le chemin retour, elle empoisonne Myrcella juste avant qu'elle monte dans le bateau. Elle monte dans le bateau pour le retour. Et sur le chemin de Port-Réal, Myrcella meurt dans les mains de son père et de son oncle Jaime. Alors ça paraît, c'est une scène qui m'a vraiment attristé. Oui. Très bien. Jaime qui avoue à Myrcella qu'il est son père. Donc il commence par des grandes phrases sur l'amour, on choisit pas qui on aime, tout ça. C'est pas kitsch, c'est vraiment sincère. Ça m'a vraiment touché. On a Myrcella qui lui dit oui, je savais, je suis heureux que tu sois mon père et tout ça. Enfin, vraiment un gros moment d'émotion dans le bon sens. Et là, on voit Myrcella qui commence à saigner du nez, comme son frère Geoffrey. Et elle meurt dans les bras de Jaime. Enfin, on n'est pas sûr qu'elle meure, mais si, quoi. Au vu de la bande-annonce de la saison 6. Ouais, au vu de la bande-annonce de la saison 6, elle est morte. Dans les livres, ça s'est pas passé totalement comme ça. Elle est défigurée, mais toujours vivante. Donc voilà. Mais là, comme c'est parti dans la série, je suis... On verra bien au début de la saison 6, mais on pense tous les deux qu'elle est vraiment morte. Parce que si elle n'est pas morte, c'est que... Dans un sens, ce serait bien, mais dommage, parce que ça rend le charme de la scène, quoi. Ouais. Alors c'était vraiment une scène forte en émotion. On peut parler de Cersei. Ouais, donc de ce qui se passe à Port-Réal, en fait, il y a une sorte de confrérie qui se développe,
une sorte de confrérie de la foi, voilà, qui en a marre des sept qui dit qu'il faut appliquer la loi des 7 dieux, voilà. Exactement. Et que voilà, les Lannister et ceux au pouvoir ne sont pas du tout comme ça. Et qu'il faut voilà, mettre le corbeau, il s'appelle comme ça, le grand moineau. Le grand moineau, voilà, à la tête voilà, de Port-Réal. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils décident voilà, de faire justice eux-mêmes et ils emprisonnent Margaret Tyrell et son frère, Marjorie et son frère, puisque son frère est homosexuel. Et ils le jugent pour ça, et Marjorie nie tous ces faits, sauf que l'amant de son frère arrive et dit voilà, qu'il a couché avec lui, machin, mais qu'il s'est repenti, il est devenu voilà, un soutien du grand moineau, et ils emprisonnent Marjorie et son frère. Mais ils emprisonnent aussi... parce que dans la saison 2, enfin c'était pas important super, mais on a la reine Cersei, quand son frère Jaime est emprisonné, pour arriver à ses fins, elle a couché avec son cousin, Lancel. Sauf que Lancel, quand la foi a commencé à devenir puissante, pareil, on sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est devenu un vrai croyant, il milite et tout. Donc voilà, donc il a tout envoyé au grand moineau, il s'est repenti. Et pour ça, pour avoir, comme ils disent dans la série, forniqué avec son cousin, bon, pas qu'avec lui, mais en tout cas c'est juste les charges qui sont retenues, elle est emprisonnée. Et fin de saison, elle avoue... elle se repent. Voilà, elle se repent, elle avoue pour pouvoir sortir. Et comme punition, on l'oblige à marcher nu, on lui coupe les cheveux et on l'oblige à marcher nu dans les rues pour retourner jusqu'au château. Voilà. Et je sais même pas si c'est... Enfin, elle a le droit de sortir de prison, mais je crois que son procès n'est pas fait encore. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas fini pour elle, quoi. Sauf que, voilà, c'est une grosse scène aussi, parce que c'est la première fois qu'on voit Cersei, disons, en position... de faiblesse. Oui, c'est ça, tout à fait. Ce qui est important aussi, c'est que l'actrice a fait très attention à ce que, dans toutes les scènes avant celle-là, elle ne soit pas dénudée, qu'on ne voit pas sa poitrine, pour que cette scène soit vraiment forte de sens, quoi. Et franchement, c'est une grosse scène. Bon, moi, ça m'a pas touché plus que ça, je sais pas pour toi. Bah, moi, j'étais limite plutôt content, parce que 5 saisons où la reine Cersei enchaîne manigance, on peut dire elle fait des saloperies à tout le monde, et là, elle commence enfin à payer, donc comme pour la mort de Joffrey, j'ai plutôt applaudi, non, moi je dirais pas ça quand même. Moi j'étais quand même un peu triste pour elle parce que du coup on comprend sa douleur, quoi. Enfin, moi je veux dire, oui, elle est pas cool, elle est pas sympa et tout, mais bon, son but c'est quand même juste de sauver ses enfants, quoi. Elle veut pas plus, elle cherche pas plus que ça, quoi. Oui, je suis d'accord, mais elle veut sauver ses enfants, mais elle a fait du mal vraiment à tout le monde. Ouais, certes. Après, voilà, moi j'attends de voir son développement dans la saison 6, c'est un personnage qui commence à regagner un peu ma sympathie. Je sais pas pour toi. Je sais pas, je suis toujours sceptique, faut voir la suite. Ok, on verra. C'est un personnage que, pour l'instant, si elle mourait, ça me ferait rien du tout. Ouais, mais c'est un personnage important, je pense pas qu'elle va mourir maintenant. C'est un personnage vraiment qui fait avancer les intrigues très souvent. Donc, et quand crée une nouvelle. Oui, quand crée une nouvelle surtout, effectivement. Bon, on va terminer par ce qui a fait parler cette saison. Jon Snow. Notre fameux Jean Neige. Que s'est-il passé avec Jon Snow? Eh bien, le maître meurt. Le lord de la garde de nuit meurt, et donc il faut un nouveau commandant. Mais avant que le maître meure, ils élisent le commandant. Il y a égalité avec le leader des on peut dire des opposants à Jon Snow qui mais pas vraiment, c'est ceux qui partent en reconnaissance, qui s'appellent les patrouilleurs. Les patrouilleurs. Donc c'est le chef des patrouilleurs, le leader des patrouilleurs, et il n'aime pas du tout Jon Snow. Voilà, il est entraîné pour la saison 2, saison 3, il le déteste parce qu'il prend parti pour des hommes qui n'ont pas de force, comme son pote Samuel Tarly. Sam. Qui est il est gros, il a aucun talent pour le combat, mais c'est juste qu'il est pas rapide, mais il est très très intelligent. Voilà. Et il a, comment on appelle ça, une morale, une très grande morale. Et il tombe amoureuse d'une sauvageonne dans la saison 4, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais elle tombe enceinte et il s'appelle leur fils Sam. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a des gens qui sont du côté de Jon Snow, comme Sam et leur frère d'armes, qui étaient avec eux lorsqu'ils sont arrivés au mur. On peut dire qu'ils étaient dans la même promotion. C'est ça, voilà. Et ceux qui rejoignent le leader des patrouilleurs.
Et donc il y a égalité au niveau du vote, et le maître choisit Jon Snow. Du coup, c'est Jon Snow qui devient le nouveau Lord Commandant de la Garde de Nuit, et qui récupère cette épée que lui avait donnée le Lord lors de sa mort. Voilà. Qui lui avait donné même saison 1, je crois. Ouais, non, je pense pas saison 2, lorsqu'il devient son. C'est l'épée de la famille Mormon qui se transmet de génération en génération. Et il la donne à Jon Snow lorsqu'il devient son. Comment ils appellent ça? Son intendant. Donc voilà, donc. Et en fait, moi, il y a quelque chose de symbolique qui m'a marqué, mais on en parlera peut-être plus tard, parce que sinon je vais révéler déjà à la fin. Donc on en parlera plus tard, excusez. Jon Snow devient leur commandant, il décide de partir récupérer les sauvageons pour les aider à combattre les marcheurs blancs, c'est ça. On a, tout au long de la saga, on dit, Winter is Coming, les Verdiens, tout ça, les marcheurs blancs qui étaient tout au nord, ils arrivent, et voilà, Jon Snow, comme il l'a dit plusieurs fois dans les épisodes précédents, il ne se bat pas pour la garde de nuit, il se bat pour les vivants. Donc il va prendre quelques frédins, pas beaucoup. Et ils vont partir chercher les sauvageons. Et ils vont chercher les sauvageons survivants. Pour les ramener derrière le mur, pour les protéger des marchands blancs. Ce qui se passe, c'est lorsqu'il va aller convaincre les sauvageons de les rejoindre, va s'en suivre une attaque des marchands blancs. Voilà. On va découvrir enfin le roi des marchands blancs. Leur leader, le roi de la nuit, The Night King. C'est ça. Et lorsqu'ils reviennent sur des bateaux où ils ont réussi à sauver très peu de sauvageons. Très peu au final, oui. Et un peu de ver dragon quand même. Pas beaucoup, pas beaucoup, mais très peu de ver dragon, donc qu'on découvre qui est une arme comme l'acier valérien qui peut tuer les marchands blancs. Exactement. Le Night King les voit partir au loin sur les barques, lève ses mains comme ça, et fait renaître, devenir des marchands blancs tous les morts qui ont été tués pendant la bataille. Donc c'est là qu'on découvre vraiment l'ampleur des pouvoirs. La puissance de ce roi, de ce roi de la nuit qui va être super important dans je sais pas pourquoi, la façon dont il regarde Jon Snow dans les yeux, on sent que. Je sais pas, il peut se passer un truc entre les deux. Le regard qu'il lui jette. Moi, quand il jette ce regard, j'ai l'impression que le roi de la nuit le prend vraiment comme son rival. Oui, voilà, il l'a trouvé à quelqu'un à sa hauteur. Un rival à sa hauteur, tout à fait, exactement. Tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Et voilà, donc il rentre, il sauve les sauvageons. Ceux qui sont restés à la garde de nuit ne sont pas du tout d'accord avec son choix, mais c'est le Lord Commandant, donc ils lui obéissent. Exactement. Lord Snow. Et fin de l'épisode 10, 5 dernières minutes de la série, de la saison. Donc voilà, on a Olly, donc le petit qui avait tué Ygritte, mais donc voilà, qui vient voir Snow et qui lui dit que son oncle est revenu. Son oncle est revenu, donc son oncle avait disparu dans la saison 1. Donc Jon Snow, lui, tout content, il adorait son oncle. Il descend, il sort de sa chambre, il descend dans la cour du château. Donc il y a ses frères qui sont attroupés. Il entre en plein milieu, et là il tombe face à une croix où il y a marqué traiteur, donc traître dessus. Et là on a Alistair Thorne, donc son principal rival, voilà, donc le chef des patrouilleurs, celui qui s'était opposé à lui lors du vote. Il lui met un coup de poignard et il lui dit for the watch, donc pour la garde. Donc est-ce que pour lui et pour les autres mutins, ce qu'il avait fait avec les sauvageons, ça se fait pas. Genre, depuis des milliers d'années, ils se battent contre eux, et là, lui, tac, il décide de faire un Miami. Mais c'est pour des bonnes raisons, il veut pas. Et chacun son tour va lui mettre un coup de poignard et dire pour la garde. Une dizaine, vingtaine de coups de poignard. Je sais plus. Il se prend beaucoup de coups de poignard. Et c'est Olly qui met le dernier. Le coup de poignard fatal, c'est Olly, donc le petit garçon, qui le poignarde en plein cœur. Mais parce que Olly a été recueilli par la garde de nuit lorsque sa famille a été tuée par les sauvageons. Voilà. C'est pour ça. Et dernière scène de la saison, ça doit durer 1 minute 20. Voilà. Après cette scène, on voit Jon Snow mourir. Vide de son sang. C'est vide de son sang, voilà, dans la neige et fin de la saison. Pour revenir sur la scène avec Olly, je sais pas toi, moi ça m'a vraiment fait penser à César, Jon Snow qui était Jules César, genre qui se fait poignarder au Sénat par tout le monde, et le coup fatal par Brutus, son fils adoptif. Ouais, pourquoi pas. Et alors qu'il avait pris sous son aile et tout, et tac, du coup. Très bonne, ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est une bonne comparaison, effectivement, ouais. Moi c'est voilà, donc on a terminé pour le retour sur les saisons. Moi, juste avant qu'on donne notre avis sur les théories à venir, ce qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est qu'il y a eu quelque chose de symbolique. Au début de la saison 1, Ned Stark, dans le premier épisode, tranche la tête de quelqu'un parce qu'il a quitté la garde de nuit. Ils n'ont pas le droit et ils doivent payer par la mort. Ouais. Donc Ned Stark tue l'homme qui a quitté la garde de nuit, qui vient les prévenir que les marchands blancs sont revenus.
il le tue parce qu'il a déserté. Et au début de la saison 5, dans le deuxième épisode, quelqu'un refuse d'obéir à un ordre de Jon Snow, qui est devenu leur commandant, et il décide donc d'asseoir son autorité en lui tranchant la tête aussi. Et à la fin de la saison 1, Ned Stark meurt, Oui. et à la fin de la saison 5, Jon Snow meurt. Et moi je vois ce symbolisme dans le fait que Ned Stark a toujours été un homme honnête, mais il a fait, entre parenthèses, une mauvaise action en tuant quelqu'un, il le paye. Jon Snow, pareil, qui a toujours été moral et honnête, tue sa première personne et meurt à la fin de la saison. Et c'est vrai que Le symbolisme entre les deux, quoi. Ned Stark et Jon Snow, c'est pas leur premier mort, ils sont tués auparavant. Ils ont tué dans des guerres en combattant. C'est vrai que je sais pas pour Ned, mais en tout cas, Jon Snow, t'as raison, c'est vraiment sa première exécution. C'est ça. Oui, c'est une théorie qui se défend. Oui, j'avais pas pensé à ça. C'est assez symbolique, voilà, le père et le fils. Et pendant que tu y penses, on peut même faire pareil la saison 3 avec Robb Stark, genre qui décapite Karl Stark, donc un de ses hommes. Tout à fait. Donc parce qu'il l'avait trahi en tuant des prisonniers Lannister. Donc Robb Stark, saison 3, décapite Lord Karl Stark, et en effet, fin de saison 3, Robb Stark meurt aussi. Ok, j'avais pas vu ça sous cet angle. Donc il y a une sorte de fatalité dans la famille Stark qu'il faut pas. Ils doivent faire attention à qui ils tuent, quoi. Voilà, faut qu'ils arrêtent de jouer avec leurs IP là. C'est ça. Et donc ce qu'on peut dire en fait, ce qui a beaucoup fait parler, c'est les théories sur est-ce que Jon Snow est véritablement mort. Donc on va passer à la partie théorie de cette. Juste avant peut-être ton ressenti sur la saison 5. Ressenti sur la saison 5 mitigé, comme la saison 4 en fait, j'ai vraiment adoré. Bon, j'en suis arrivé à un stade où les livres, j'attends à Paris la suite. Donc ça a vraiment divergé du livre. Fondamentalement, ça m'a pas dérangé. De toute façon, j'ai un support télé, un support papier, la même trame, le même monde, mais deux histoires différentes. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Après, au niveau de la série, l'intrigue avec Tyrion, c'était super. On voit Tyrion, des fois c'est un peu lent, mais au final, il arrive vraiment à bon port. Ouais. Il fait du bon travail les quelques épisodes où il est avec Daenerys. Par contre, Daenerys, comme la saison d'avant, un peu déçu, ça avance pas. Bran, on l'a pas vu. Ça m'a pas dérangé, franchement. C'est vrai que cette intrigue était un peu bizarre. On avait l'impression que les showrunners en fait l'avaient abandonné totalement, mais en fait non, parce qu'on apprend qu'il va revenir dans la saison 6. Donc on verra. Moi j'en attends beaucoup, franchement. Ouais, c'est ça. Parce que le personnage qui m'a manqué, c'est peut-être Rickon. Je sais pas pourquoi. Oui, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ouais, ça fait bien 2 saisons, parce qu'il est parti au début de la saison 4. Quoi. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il vient. Arya, moi je suis embêté. Ça m'a déçu, moi. Elle sert à rien, Tout à fait. on n'apprend rien du tout. Sansa, on a déjà parlé pareil, mais elle revient à son point de départ, elle revient à la maison, elle revient à Winterfell, mais voilà. Pareil, à voir ce qu'ils vont faire avec. Et c'est à peu près tout au niveau des personnages, au niveau de. Si, à Dorne, voilà, Jaime, avec Myrcella, ça m'a vraiment plu. Et l'intrigue avec les filles de Mérine, donc les vipères des sables, ces guerrières, ces guerrières qui combattent. Elles veulent la guerre, elles sont trop chaudes, mais je pense qu'on peut faire des bonnes choses avec elles. Après, je sais pas si ça sera développé par la suite. Voilà. Moi, la saison 5 m'a beaucoup plu dans un sens où que j'ai réussi à, pendant près de 3 mois, à pas me faire spoiler. Parce qu'il y a eu des gros spoils sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Je me rappelle, on était en plein examen, tous les deux, et puis il y avait le dernier épisode de la saison qui était sorti pendant la semaine d'examen. Et j'ai réussi à pas me faire spoiler, je sais pas pour toi. J'avais regardé moi. Ah, t'avais quoi? J'avais regardé. Ah, t'avais regardé pour Lui, il regarde, pas moi. Enfin bref, j'ai réussi à pas me faire spoiler et j'ai été très surpris de tous les morts qu'il y a eu, surtout de la mort de Jon Snow. Ouais. Ça m'a choqué, et, alors que c'était un de mes personnages préférés. C'est l'arc qui m'a plu pendant cette saison avec l'arc de Jaime. Le reste, bof. Mais voilà, franchement, cet arc avec Jon Snow m'a beaucoup plu, ça m'a tenu en haleine toute la saison. Et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer. Pour moi, c'est la deuxième meilleure saison entre la 1 et la 5. Voilà, je mettrais, moi, si je devais faire un classement des saisons pour le moment, ce serait 3, 5, 1, 4, 2. Et toi? Pour moi, donc le classement pareil, je mettrais la 3 en premier. Ensuite,
la première, la cinquième, la deuxième, parce que l'arc avec Stannis, j'ai bien aimé quand même. Puis on voit Rob, Rob c'est un petit peu beaucoup de cœur, qui va de bataille, et tout ça. Et du coup là, 4 ans dernier, parce que même s'il y a la mort de Joffrey, il y a des moments forts avec Tyrion et tout, c'est vraiment quelques épisodes. D'accord, ok. Je suis plus embêté dans la saison 4 que dans les autres. Ouais, donc vous voyez que de toute façon, les saisons 4 et la saison 2, c'est des passages obligés. Enfin, vous êtes obligé de les regarder de toute façon, sinon vous ne comprenez pas. Mais voilà, c'est pas les meilleures saisons. Enfin, ça reste quand même des épisodes de très bonne facture. Hein. C'est juste que par rapport aux saisons 5 1 et 3, c'est en deçà, quoi. Voilà. Pour partir sur la théorie, beaucoup de choses se disent comme quoi Jon Snow ne serait pas mort. Pourquoi Jon Snow ne serait pas mort? Parce qu'il y a déjà depuis très longtemps une théorie comme quoi Jon Snow ne serait pas un Stark. Pourquoi? Parce que Ned Stark revient de bataille lorsqu'il va sauver sa sœur de Rhaegar Targaryen, sauf que sa sœur meurt dans un bain de sang avant qu'il puisse la retrouver. Il tue Rhaegar Targaryen. Non, ce que je me souviens, c'est on a Robert qui combat au Trident, c'est une rivière au nord de Port-Réal, qui combat l'armée de Rhaegar Targaryen, donc il tue Rhaegar. Et parallèlement, on a Ned qui va essayer de sauver sa sœur. Voilà, qui va sauver sa sœur. Et ils sont pas beaucoup, ils sont 6 ou 7, je crois. Voilà, ils vont à la Tour de la Joie, donc là où est retenue la sœur de Ned. Donc il y a un combat à 6 contre 6, enfin 7 contre 7. 7 contre 7. 7 contre 7. Un seul survivant, donc Ned. Et il entre dans la tour. Et il tombe sur le corps ensanglanté de sa sœur, avec des femmes de chambre. Il me semble que c'est raconté comme ça. Voilà, puis je sais plus si sa sœur est morte ou pas, mais il me semble qu'elle lui dit promets-moi Ned, promets-moi, quelque chose comme ça. Et en fait, la théorie dirait que Jon Snow serait le fils de Rhaegar Targaryen et de la sœur de Ned. Voilà, donc que Jon Snow aurait du sang Targaryen et que Ned l'aurait recueilli pour le protéger. Et d'ailleurs, cette théorie est appuyée par deux choses. Une phrase que Ned lui dit dans le premier épisode de la saison 1, même si tu n'es pas de ma famille, même si tu n'es pas de mon sang. Ouais, non, c'est même si tu n'as pas mon nom, tu es de mon sang. Oui, c'est ça, même si tu n'as pas mon nom, tu es de mon sang. Donc, ça pourrait faire référence au fait que c'est son filleul. Du coup. Son neveu. Son neveu, oui, filleul, c'est le même. Ouais. Enfin, les mots sont vraiment choisis, en anglais c'est pareil. Il dit par exemple, t'as pas mon nom, mais t'es mon fils, t'as pas mon nom, mais t'es mon enfant, t'as pas mon nom, mais t'es mon sang. Donc, des bons. Voilà. Et une deuxième chose qui se passe dans la saison 4, fin de saison 4, lorsque le maître de Castle Black lui dit laisse l'enfant mourir pour faire renaître l'homme. Voilà, donc en anglais ça donnait c'était kill the boy, let the man board ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Blueborn. Let the man reborn. Donc c'est ce qui pourrait faire en sorte que Jon Snow ne soit pas mort. L'enfant serait mort pour faire renaître l'homme qui est un Targaryen, un Stark Targaryen. Et qui prendrait conscience en fait que c'est un Targaryen et qui prendrait enfin conscience de son passé. Exactement. Et il serait dans ce cas-là, il serait plus attaché à la garde de nuit parce qu'il est déjà mort. La garde de nuit, c'est un serment qui vous engage à vie. Donc lui, il est mort, voilà. Et il pourrait accomplir son destin, prendre la tête de la famille Stark, et monter sur le trône. Voilà. Aller à Port-Réal, foutre les autres dehors, monter sur le trône. Et ce qui donne un indice aussi, c'est que dans le bouquin, l'intégrale 5, tu pourras confirmer si je me trompe, le dernier mot du bouquin, c'est Ghost. Jon Snow, en agonisant, prononce le nom de son Direwolf, Ghost, fantôme en français. Et donc il aurait peut-être la capacité, comme Bran, de projeter son esprit dans les animaux. Voilà, parce que Bran, donc il peut projeter son esprit dans n'importe quel animal, même dans les êtres humains. Donc voilà, et effectivement, ça a quelque chose de récurrent, pour les enfants Stark. Donc on a Robb qui meurt. Cette dernière parole, contrairement à la série, c'est pas Mother, mais c'est Grey Worm, donc Vangry, son loup à lui. Donc on suppose qu'il aurait peut-être transféré son esprit dans Vangry, sauf que Vangry, lui, il est mort en même temps que Robb. Donc voilà. Il se fait tuer. Pour moi, lui c'est fini.
Surtout qu'en plus, le corps de Robb est décapité, Il est le brûlé. loup est décapité, et il crève, enfin il couse la tête de loup de Vangry sur Robb, sur le corps de Robb. Donc voilà, c'est fini pour lui. Mais pareil, les derniers mots de Jon Snow, c'est Ghost, c'est le nom de son loup, donc il pourrait transférer son âme. Et Ghost, on ne sait pas où est-ce qu'il est. À la fin de la saison 5, on ne sait pas où est-ce Mais qu'il il est censé être pareil, enfin, je sais pas, il est toujours à Castle Black ou autour, je sais plus. Et pareil, j'ai vu une autre théorie, c'est que forcément, du coup, si c'est un Targaryen, il aurait le sang du dragon et le feu ne consumerait pas, donc il reviendrait possiblement à la vie. S'il y a un bûcher funéraire, et il renaîtrait de ses cendres. Mais on en parlera dans la bande, lorsqu'on analysera la bande d'annonce, parce qu'apparemment, il va y avoir un combat autour du corps de Jon Snow. Exactement. Pour savoir si on le brûle ou pas. Enfin, on y reviendra. Au niveau de mes attentes pour la saison 6, voilà, je veux vraiment voir ce qui va se passer avec Jon Snow. J'espère qu'il va revivre, franchement. J'ai pas envie qu'il meure, moi j'ai pas envie qu'il reste mort. mais je pense que, à mon avis, il va pas rester mort. À mon avis, il va pas rester mort, c'est pas possible. C'est vraiment un personnage très très aimé dans la série. Il peut pas rester mort comme ça m'étonnerait. Moi j'ai envie de savoir aussi si Tyrion est vraiment un Targaryen. Comme on le disait, peut-être c'est un Targaryen que le roi fou aurait courtisé la femme de Tywin et aurait enfanté Tyrion. Parce que Tyrion dans le livre est décrit avec des yeux verts, et les yeux verts c'est la marque des Targaryens. Les Targaryens c'est les yeux violets, mais oui, il a les yeux violets, voilà. Un œil vert et un œil violet. Voilà, je crois. Puis il a pas vraiment les cheveux blonds, se tire plus sur le blanc argenté aussi, pareil. C'est pas clair cette histoire. Voilà. Donc on attend de voir, et voilà, j'ai vraiment envie qu'il y ait une avancée sur l'histoire de Jon Snow, une avancée sur l'histoire de Tyrion, et qu'enfin que Daenerys se bouge un peu les fesses, quoi. Enfin, c'est les 3 choses que j'attends, et Bran, l'histoire de Bran avec les marchands. C'est les 4 choses que j'aimerais voir dans cette saison. Mais j'en attends beaucoup, moi je pense que ça va enfin se débloquer vraiment, et que là il va y avoir beaucoup de révélations dans cette saison. Ouais. Pour toi? Alors moi j'attends, j'adore la famille Stark. C'est ajouterait une avancée pour tous les enfants Stark, donc on sache enfin où est Rickon, ce qu'il fait, ce qu'il vient. Pareil pour Bran, Sansa, pareil. Par pitié, si vous voyez cette vidéo, David Benioff, faites avancer l'intrigue d'Arya, parce que, enfin voilà. Et Jon Snow, pareil. J'ai une petite envie, pareil, c'est que Jon Snow soit vraiment un Targaryen, qu'il soit un moitié Targaryen, tout comme Tyrion. Ça ferait 3 Targaryens avec Daenerys, il y a 3 dragons. Voilà, un dragon chacun, ce serait. Effectivement, ça peut être pas mal. J'ai pas pensé à ça, ouais. Alors, Daenerys fougueuse, qu'on voit qu'il y a quand même plus d'affinité avec Drogo. Les autres un peu plus sages. Pour Jon Snow et Tyrion, ouais, pourquoi pas. Tyrion, il pourrait prendre Viserion. Voilà. Et Rhaegal pour Jon Snow. Je pense que ça lui irait bien. Ah, je sais pas, j'aimerais bien. Peut-être le plus petit pour Tyrion. Ouais. On peut lui faire une petite selle. Voilà. Ah, on est moqueur. Enfin, voilà pour les attentes.